Gérard Vespierre, l'Iran vient de célébrer le premier anniversaire de l'élimination de son général Qassem Soleimani, à grand renfort, nous l'avons dit, de menaces contre Israël et contre les États-Unis. Le problème avec le terrorisme, c'est que supprimer un haut cadre, c'est un geste fort, mais ça ne retire pas toujours la racine du mal. D'abord, le remplaçant de Qassem Soleimani, qui est-il? Est-il connu? Et remplace-t-il, au fond, son prédécesseur en symboles et en actes? On ne peut pas remplacer l'histoire. On ne peut pas remplacer l'histoire par le présent. Donc, l'oracle avait acquis auprès du régime iranien et non pas forcément auprès de la population iranienne. Qassem Soleimani était effectivement, c'est une aura très 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 forte. Il avait mené à bien les rapprochements avec le Liban et le Hezbollah. Il avait mené à bien les combats au sol en Syrie avec des combattants afghans en particulier. Il faut le savoir. Il était considéré comme le proconsul iranien en Irak, avec l'aide donc des milices Hachem el-Sahabi, et il avait une influence et une main sur la situation yéménite. Donc c'était un homme de premier plan d'un point de vue stratégique et d'un point de vue de l'histoire. Maintenant, la page est tournée et son remplaçant, Saadi, est dans un rôle effectivement d'organisation, mais il n'a pas l'image, il n'a pas l'aura. Alors les menaces contre les États-Unis et Israël réitérées ce week-end à l'occasion de cet anniversaire, sont-elles effectivement devenues plus sérieuses, selon vous, plus tangibles qu'il y a un an? Eh bien, je ne crois pas, parce que d'abord, la réponse à l'élimination de Soleimani, et il ne faut pas oublier aussi que le numéro 2 des milices irakienne, donc d'influence iranienne en Irak, a aussi été éliminée dans la même opération. Donc la réplique iranienne a été relativement faible, n'est-ce pas? Il y a eu simplement 17 ou 18 missiles de croisière qui ont été envoyés sur 2 bases américaines en Irak, sans faire aucun mort ni blessé, parce que bien sûr les systèmes de détection américains qui couvrent le globe ont tout de suite déclenché une alerte dès le départ des missiles depuis le sol iranien. Donc peu de réponses à l'échelle qui a été l'élimination de Soleimani, qui était quand même un acte exceptionnel. La réponse iranienne a été relativement modérée et même très modérée. Et il ne faut pas oublier qu'au cours de l'année qui vient de s'écouler, il y a eu un certain nombre d'événements dans les installations industrielles iraniennes, des explosions, des incendies, et même dans la centrale de Natanz, sans que les Iraniens aient vraiment répondu. Et on vient de vivre il y a quelques semaines l'élimination à nouveau, cette fois-ci non pas d'un militaire, mais d'un savant atomiste de premier plan, Fakhrizadeh, et là non plus, les Iraniens ont gardé un profil très très modeste. Donc il faut vraiment faire la différence entre le discours iranien, le verbe et les réalités. Bien justement, je comprends bien, le discours dit quelque chose et les actions semblent illustrer une forme de laisser-faire, c'est ce que j'entends. La surenchère est revendiquée sur le plan nucléaire par l'Iran, selon les déclarations que vient de faire le porte-parole du gouvernement iranien, et conformément à une loi récemment votée au Parlement conservateur, Téhéran aurait entamé aujourd'hui un processus d'enrichissement d'uranium à hauteur de 20%. Alors rappelons que dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015, Téhéran s'était engagé à ne pas dépasser le seuil de 3,6%. Il faut un taux de 90% pour que l'uranium soit utilisable à des fins militaires, c'est-à-dire pour activer l'arme atomique. On est loin du compte, mais est-ce qu'on risque, Gérard Vespierre, d'assister à un emballement de 20, 30, 40, 50, puis 90% et boum, si j'ose dire? Ou s'agit-il, comme vous le sous-entendiez sur un autre sujet à l'instant, d'effets d'annonce et c'est tout? Il s'agit d'une volonté exprimée d'enrichir. Je crois qu'on est dans un grand dialogue, si vous voulez, de négociation, dans le genre « retenez-moi ou je fais un malheur ». L'habileté iranienne étant d'essayer de ne rien donner en essayant d'obtenir quelque chose. Quand vous dites « je vais enrichir » et si après vous dites « je ne vais pas enrichir », apparemment vous avez fait une concession, mais une concession de vent, une concession de rien, puisque matériellement l'enrichissement n'a pas été
enclenché n'a pas été réalisé. Donc il y a vraiment à regarder le discours, comme vous le disiez tout à l'heure, et les actes qui sont tous les deux très très séparés. Et l'Iran doit faire aussi extrêmement attention parce que plus le régime durcit son point de vue sur le nucléaire ou sur d'autres dossiers régionaux, plus il y a un rapprochement entre l'Europe et les États-Unis. L'Europe et les États-Unis n'ont pas des points de vue très très différents sur le dossier iranien. Des deux côtés de l'Atlantique, entre Bruxelles et Washington, on dit il faut préparer maintenant 2025 parce que après 2025 il n'y a rien. Deuxièmement, il faut rester dans le cadre de l'accord. Troisièmement, on ne veut pas avoir de missiles intercontinentaux au drapeau iranien. Et quatrièmement, il faut que les milices à la solde de l'Iran dans toute la région du Moyen-Orient reviennent à Téhéran. Donc, les points de vue sont identiques. La seule différence entre Bruxelles et Washington, c'est la façon d'agir. Mais les buts sont les mêmes. Et je dois dire peut-être qu'il y a aussi une vision à terme de souhaiter un changement de régime, parce que dans tout notre échange à l'instant sur votre antenne, il y a un absent qui est le peuple iranien. Oui. Que va faire le peuple iranien dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? Et que fera-t-il? Bon, on sait qu'il y a une dissension et que effectivement, il fuit des mains de l'autorité qui tente, tant que faire se peut, de le maintenir sous sa coupe. Ça ne tient plus trop. C'est ce que vous sous-entendez à l'instant. Je crois qu'il y a une situation très très difficile en Iran, très difficile sur le plan économique. Si vous lisez les articles dans la presse locale ou nationale, vous vous rendez compte que les gens sont effrayés par, je vais être très concret, le prix du poulet, qui est un élément très important de la nourriture iranienne. Bon, le prix du poulet a atteint des sommets. Vous avez donc une inflation qui est récurrente depuis des années. Vous avez un taux de chômage très important. Donc, d'un point de vue socio-économique, la situation est difficile. Vous avez le sanitaire, où la résistance iranienne, qui a des informations dans plus de 500 hôpitaux, cliniques et autres établissements, annonce pratiquement 200 000 morts du Covid, n'est-ce pas? Donc la situation sanitaire est aussi extrêmement difficile. Donc vous avez au sommet de tout ça une répression et des pendaisons. Il y a 110 femmes qui ont été pendues en Iran depuis l'arrivée du modeste et central et très gentil monsieur Rouhani, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, il y a un couvercle aussi de répression. Il y a eu 1500 tués lors des mouvements de décembre-novembre 2019 lors de l'augmentation de l'essence. C'est Reuters qui a réussi à obtenir ces chiffres-là. Donc, il y a un ensemble, une situation iranienne qui est explosive et qui se traduit tous les soirs, toutes les nuits. Il y a des attentats en Iran dans toutes les principales villes. Cela est complètement caché, complètement effectivement caché par le régime, mais ce sont des éléments qui montrent que la jeunesse, que la population n'arrive plus à accepter cette situation-là. Comment vous le savez, vous, qu'il y a ces attentats-là tous les jours en Iran? Eh bien, il suffit de recevoir les vidéos et de regarder les sites qui tournent autour du Conseil national de la résistance iranienne. J'ai des dizaines de vidéos d'enregistrement donc de ces actes-là qui concernent. Il y a 4 objectifs: la destruction des panneaux, donc à l'effigie du guide Khamenei et du général Soleimani dont on a parlé. Donc voilà, on met le feu à ces panneaux et on intervient par des cocktails Molotov devant 3 types d'installations, de bâtiments. Des bâtiments de la police, donc des Basij, des forces répressives. Deuxièmement, des bâtiments qui sont liés au ministère de la Justice, avec tout ce que cela implique, effectivement, toutes les condamnations à mort, les pendaisons que subissent le peuple iranien. Et troisièmement, des institutions religieuses, car les institutions religieuses autour du guide et autour des principaux ayatollahs et mollahs sont des instruments de corruption qui ont
décrypter le système économique iranien. Merci infiniment Gérard Vespierre pour votre éclairage en direct sur nos ondes. Pour le temps que vous nous avez accordé, je vous sais très pris, notamment ces jours-ci et particulièrement aujourd'hui. Je renvoie nos auditeurs vers votre site très fourni, lemondedécrypté.com. À bientôt Gérard Vespierre. Merci de votre intervention, merci de votre interview. Au revoir.